BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano. Il est le patron de Sisley. Sisley, vous savez, c'est la pépite du luxe. C'est une véritable, incroyable réussite que celle de Sisley. Il est aussi, et c'est surtout pour ça qu'il est là, le coprésident du METI, des mouvements des entreprises de taille intermédiaire. Philippe Dornano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous aviez piqué, c'était cet été du reste, un coup de gueule en disant attention, si jamais ils annoncent le report de la CVAE, ça sera une catastrophe pour les entreprises industrielles que vous représentez. C'est quasiment fait. On va y revenir, mais je voudrais qu'on commence d'abord par ce climat économique assez incertain. Les chiffres qu'on a là ces derniers jours et qu'on aura aussi demain sur le baromètre dans l'emploi, on voit que c'est un tout petit peu incertain. Oui, on constate un ralentissement. Enfin, nous, on a les études sur les ETI et ils correspondent à peu près à ce qu'on voit pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire un ralentissement, une incertitude, un ralentissement de l'investissement, de l'emploi, un ralentissement des carnets de commandes. Et en face de ça, il reste une inflation forte, une augmentation des masses salariales, un peu de mieux sur les chaînes d'approvisionnement. Donc un climat qui est effectivement incertain sur cette rentrée. Oui, en même temps, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans le détail. Quand vous dites ralentissement, c'est où, quoi, comment, c'est quoi ? On constate des ralentissements sur les commandes. Alors en général, ça peut dépendre d'un secteur d'activité à un autre. Puis face à ça, il y a aussi une incertitude plus forte, plus profonde, qui est le coût d'investissement que va représenter. Alors à la fois le fait pour les entreprises françaises, pour les ETI françaises d'être compétitives, c'est-à-dire d'investir à l'exportation, ça veut dire de moderniser leurs usines ou d'en faire. On va y revenir, je voudrais qu'on reste un instant sur la conjoncture. Est-ce que, par exemple, vous, je ne sais pas, chez Sisley, est-ce qu'il y a une baisse de vos dépenses d'investissement, de vos dépenses ? Alors, pour la cosmétique, il peut y avoir des impacts géopolitiques ou des impacts économiques. Nous, en cosmétique, pour l'ensemble des marques, on constate que la Chine progresse moins vite qu'elle progressait dans le passé. Ça a un impact, que le tourisme, notamment en Asie, n'est pas encore revenu du tout au niveau auquel il était auparavant, et que certains secteurs économiques, certaines grandes zones économiques, les Amériques, l'Europe, subissent quand même l'impact de l'inflation. C'est variable d'une entreprise à une autre, ça dépend des catégories, mais ça joue effectivement. Au niveau des ETI, de l'ensemble des ETI, cette fois-ci, on va quand même rappeler qu'il y en a 5500 en France, des ETI qui structurent vraiment le territoire français, et puis il y en a, je crois, à peu près la moitié qui sont dans l'industrie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Vous sentez quels sont les secteurs les plus fragiles ? C'est vraiment très variable. On sait qu'il y a eu un impact fort des coûts sur toute la partie, tout ce qui était bâtiment. Mais c'est très variable d'un secteur à un autre. Mais les remontées qu'on a de notre réseau d'entreprises, c'est vraiment surtout un ralentissement des commandes, un ralentissement, et donc face à ça, un peu moins de recrutement, il y en a toujours, et des investissements un peu plus prudents. Lorsque vous étiez venu ici, je crois que c'était juste avant l'été, vous avez dit, Philippe Dornano, pour nous, les coûts de l'énergie, c'est vraiment, ça a un impact majeur. Ça allait mieux. On voit que de nouveau, il y a une tension sur les prix de l'énergie. Est-ce que là encore, ça vous inquiète ? Bien sûr, ils ont rebaissé par rapport à la situation de pic. Ils sont par contre toujours beaucoup plus élevés qu'en 2019. Ça s'ajoute à toute une série d'autres coûts et d'autres difficultés, puisqu'on a eu des augmentations très fortes aussi sur tout ce qui était matières premières. L'inflation nous a obligés, pour protéger nos salariés, à augmenter les salaires. Donc il y a une augmentation de la masse salariale. Si les commandes ne suivent pas, effectivement, ça a un impact sur les entreprises. Oui, il y a un climat incertain, j'ai envie de dire, en France, en fait. Bon, il y a des tensions géopolitiques, je ne parle pas de l'Afrique, évidemment, mais on voit bien que le ralentissement en Chine. Demain, le ministre Olivier Becht présente son plan export. Il sera du reste en studio avec nous. Pour vous, on voit bien pour la cosmétologie, l'export, ça cartonne. Oui, alors, la cosmétique est une des filières françaises très dynamique. Elle s'est structurée sur une grande période de temps le succès d'un certain nombre de nos entreprises, mais aussi de tous les sous-traitants qui se sont agglomérés autour de ça, a créé une véritable filière. C'est important de la défendre parce qu'elle est aujourd'hui très concurrencée par d'autres zones du monde. Et d'ailleurs, l'État a créé assez récemment un comité de filière pour suivre la filière cosmétique. C'est une bonne chose.
Oui, mais donc, et si on regarde, qu'est-ce qui marche à l'international chez vous, enfin dans la filière cosmétique? C'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est quoi? La filière cosmétique, sa force, c'est qu'elle a été capable de vendre des produits dans le monde entier. C'est-à-dire que les entreprises françaises, elles ont aussi Le Made in bien... France, ça reste quand même un moyen de vendre, En cosmétique, un atout marketing énorme. Mais ça s'est construit dans le temps et ça peut se perdre. En cosmétique, le Made in France est reconnu aussi bien en Asie qu'en Amérique, qu'au Moyen-Orient. qu'en Europe. Ça reste un avantage important. Nos usines sont aussi très souvent, pas toutes, mais sont souvent implantées sur notre territoire, ce qui veut dire que l'impact de notre écosystème va jouer sur notre compétitivité. Mais c'est vrai qu'on vend dans le monde entier. Une entreprise cosmétique qui marche, elle fait 90% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Comment vous expliquez cette folie du luxe? Parce qu'on voit la valorisation de votre entreprise, je n'ose même pas vous poser la question. Mais quand on voit LVMH, quand on voit Hermès, même d'autres entreprises du luxe, comment vous expliquez, dans un contexte difficile, cette folie, cet engouement du luxe? On n'arrête pas de nous parler de pouvoir d'achat en baisse, et en même temps, on voit que des entreprises comme la vôtre, avec des produits qui sont quand même très chers, qui explosent. Alors, moi je suis pas tout à fait à l'aise pour vous parler du luxe par rapport à la cosmétique, parce que pour moi, la cosmétique est un secteur un tout petit peu différent du luxe. On est d'accord, mais vous êtes dans le luxe, dans la cosmétique de luxe. Mais en tout cas, la cosmétique intéresse, elle a toujours progressé, le monde s'est développé, s'est enrichi, et avec ça, une clientèle est apparue qui est intéressée par ce type de produit. Qu'on trouve ça bien ou pas, d'un point de vue philosophique, l'apparence physique compte dans quasiment toutes les civilisations, et on est attaché, on vit plus longtemps aussi, ce qui est une chance, et on est donc attaché à essayer d'avoir une apparence. C'est à la fois, c'est aussi ce qu'on apporte vraiment aussi à nos clients. Mais qui achète? Une clientèle dans le monde entier, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit moyenne-orientale. La cosmétique, c'est les parfums, les maquillages, le soin, c'est le capillaire. Donc c'est tout un écosystème. Pour en revenir à votre question sur le luxe et sur le succès des des entreprises de luxe, je pense que la constance dans la croissance de ces entreprises fait qu'elles sont attirantes quand elles sont cotées, ce qui n'est pas notre cas, et il y a peut-être une prime aussi à l'entreprise qui croît de manière régulière et qui se développe de manière régulière. On va revenir, donc là, on était sur les sujets qui vous font plutôt plaisir, qui font rêver. On va parler des sujets qui fâchent. La CVE, bien sûr. Vous aviez donc lancé une tribune quand même très virulente en disant attention, vous parlez de réindustrialisation, notamment des territoires. Eh ben, il faut absolument poursuivre la baisse des impôts de production. Bon, vous n'avez pas été écouté parce qu'a priori c'est quasiment fait. Elisabeth Borne l'a dit même à ce même micro. Il y aura un report en tous les cas de la suppression de la CVAE. Est-ce que pour vous, c'est un couteau planté sur le dos des ETI? Comment est-ce que vous interprétez ça? Je crois que il faut pas raisonner en termes de couteaux ou de. Moi, je sais pas. Vous voulez que je vous relise votre communiqué? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir si la baisse des taxes de production est efficace. C'est ça le fond du sujet. Est-ce que la baisse des taxes de production va contribuer? C'est un peu le devoir de l'État de l'évaluer. Est-ce que la baisse des taxes de production et plus largement le réalignement compétitif de la France sur son environnement européen va permettre d'améliorer la situation des ménages, va permettre aux entreprises de se développer, va contribuer à la recette fiscale? Ça, c'est la vraie question. Ce qu'il faut souligner, c'est que les pouvoirs publics ont, depuis maintenant 6 ans, 7 ans, mené une politique qui est assez inédite en France et qui était tournée, alors on appelle ça la politique de l'offre. Pro-business, quoi. Ça a commencé avec François Hollande. Pro-business, mais je pense que c'est plutôt l'idée qu'on ne peut pas développer un tissu dynamique d'entreprise en France, pays où il y a des talents, des idées et une volonté de réussir des projets, si on n'est pas raisonnablement aligné sur l'environnement européen. Or, il y avait un écart, et il y a toujours d'ailleurs un écart qui est très important. Et donc, une politique a été menée. Est-ce qu'elle marche? La réponse est oui. Le chômage a baissé. J'entends même des économistes qui disent on ne comprend pas pourquoi il remonte pas. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas baissé. Enfin, je veux dire, il y a quand même un effort considérable qui a été fait en termes de baisse. Oui, absolument. Il y a un premier pas pour les entreprises. La question, elle est très simple. 25, La question, elle est très simple. Est-ce que nous sommes à peu près alignés pour être compétitifs par rapport à l'environnement européen? Ce qui a été fait dans les 6-7 dernières années, c'est une véritable étape.
Et ça permet donc de mesurer, est-ce que cette étape donne des résultats? Est-ce qu'elle donne un retour sur investissement? Or, on voit que le chômage a très fortement baissé, ce qui bénéficie à la fois à l'État, on paye on doit moins soutenir les citoyens qui sont au chômage, ça bénéficie aux salariés aussi, qui peuvent mieux négocier leur salaire. On voit que l'investissement a progressé, on voit qu'il y a un plus grand nombre de TI. On voit aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant, et dans le débat actuel, que la recette fiscale n'a pas du tout pâti des réalignements. Je vais vous donner un exemple. C'est l'impôt sur les sociétés. En 2017, l'impôt sur les sociétés, il est à un taux pour les entreprises de 34%. Et il rapporte 27 milliards. Aujourd'hui, il a été remis à un taux qui est plus proche de la moyenne européenne, qui est de 25%, et il rapporte 63 milliards. Donc, le débat sur le budget, sur l'équilibre budgétaire est à notre sens un faux débat. À partir du moment où vous avez un plus grand nombre d'entreprises, vous allez justement avoir une meilleure recette fiscale. Mais comment vous expliquez ça alors ? C'est un débat politique, c'était le débat qu'on avait je crois que très simplement, avec Elisabeth Borne et avec... Je crois que très simplement, quand on a mis en place une politique qui marche, il ne faut pas la freiner ou la retarder, il faut l'accélérer. La question d'ailleurs n'est pas de baisser les impôts pour baisser les impôts. La question est d'avoir un environnement fiscal qui soit raisonnablement équivalent à celui de l'environnement. Cela dit, alors vous me dites, on peut retourner l'argument dans l'autre sens. 4 milliards, c'est pas beaucoup pour les dépenses publiques, au regard des dépenses publiques de la France. En même temps, est-ce que c'est le fait d'avoir que 1 milliard de baisse l'année prochaine, est-ce que pour vous qui êtes décisionnaire, est-ce que ça va changer complètement vos choix d'investissement? Vous êtes en train, par exemple, de construire une deuxième usine près de Blois, où vous êtes. Est-ce que ça va remettre en cause des investissements? Je pense que le problème n'est pas de baisser d'1 milliard ou de 4 milliards. Le problème est de réaligner. Le réalignement sur les taxes de production, on parle plutôt de 15 à 20 milliards. D'accord, mais là, on était sur 4 milliards, d'accord, suppression de la CVAE. Okay. Et la suppression de la CVAE est une étape dont il faut mesurer les retours sur investissement, voir si elle coûte à l'État ou si elle coûte pas à l'État, ou si elle lui rapporte. Et si c'est le cas, comme ça a été le cas jusqu'à présent, poursuivre. C'est ça le raisonnement qui va nous permettre de durablement réindustrialiser. La question, c'est que malheureusement, prenez l'Allemagne. L'Allemagne a 6 fois moins de taxes de production que la France. Elle a 2,5 fois plus de TI. Elle n'a pas moins de recettes fiscales. Elle a simplement plus d'entreprises qui payent les impôts. C'est ça ce qu'il faut que nous visions en France. C'est recréer un tissu. On a les talents, on a la créativité, on avait les savoir-faire en tout cas. On a besoin de ces entreprises qui irriguent nos territoires. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ce tissu d'entreprise? On a commencé à le faire, il faut le saluer. Je veux dire, c'est pour ça que je pense qu'il faut simplement débattre et expliquer son point de vue. Mais je pense qu'il ne faut pas freiner aujourd'hui une politique qui marche, il faut au contraire l'accélérer. Mais est-ce que ça change vos choix d'investissement, Philippe Dornano? Vous voyez, parce que vos collègues, autres dirigeants de TI, est-ce qu'ils se disent tiens, le décalage de la CVAE, du coup, je vais décaler mon investissement? Je vais vous donner l'écart avec l'Allemagne, c'est 80 milliards. Ouais. Toute une série d'activités, toute une série d'entreprises qui pourraient revenir en France, qui pourraient se créer en France, ou qui pourraient être réimplantées en France, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont des sites à l'étranger. Si vous êtes aligné sur l'environnement européen, elles vont pouvoir le faire et vous aurez une vraie réindustrialisation. Si vous n'êtes pas réaligné sur l'environnement européen, c'est pas par des subventions sur des projets industriels que vous allez faire recréer la réindustrialisation. La condition de la réindustrialisation, c'est le réalignement compétitif. Ouais. Pourquoi il y a le mouvement des métiers, le MEDEF, la CPME, pourquoi il n'y a pas un seul front patronal? Bon, on dit tous, j'ai écouté le président du MEDEF, on dit tous la même chose. J'ai écouté aussi le président de la CPME. On est tous. J'ai écouté le président de Croissance Plus, la présidente. On est tous sur la même ligne. On le dit peut-être chacun avec nos mots, mais c'est un constat que les chefs d'entreprise, quand on parle avec eux, font d'une manière très claire. Parfois, ils se rendent pas compte que en fait les contraintes qu'ils ont, ils sont pénalisés dans leur compétitivité, dans le succès de leurs produits par le fait qu'ils sont plus taxés en France. C'est pas non plus un problème des entreprises françaises. C'est des entreprises qui produisent en France.
Ça veut dire qu'une entreprise française qui, par exemple, concevrait en France mais produirait à l'étranger, elle n'aurait pas ces problématiques. Ces taxes de production dont on parle, c'est vraiment des douanes à l'envers. Et ça pénalise d'abord nos territoires et l'emploi dans notre pays. C'est pour ça que ce sujet doit être adressé. C'est pour ça qu'on est assez ferme sur le sujet et qu'on défend l'idée de supprimer ces douanes à l'envers. C'est parce que nous pensons que si on le fait, c'est l'intérêt de nos territoires, c'est l'intérêt de l'emploi, c'est l'intérêt des salariés. On a un tel potentiel en France. Vous le disiez dans l'accroche de BFM. On a un tel potentiel en France et ce potentiel aujourd'hui, on le sent bridé par justement cette différence d'écosystème. Oui. Juste un mot sur la transition verte, on reviendra nous en parler. Chez vous, comment vous financez cette transformation énergétique, cette transformation verte ? Rendez-vous compte, la question est une bonne question. Rendez-vous compte que cette transformation, elle est estimée pour les seuls ETI à 23 milliards d'euros par an. Et pour les entreprises à 80 milliards. Ouais. Je vous rappelle que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est 63 milliards. Ça veut dire que théoriquement, tous les ans, il faudrait arriver, les entreprises françaises, à mobiliser plus que ce qu'elles payent en impôt sur les sociétés. On est face à un mur, et ça n'est qu'une dépense. On voit qu'on a un problème, vous me posiez des questions sur l'exportation, qu'on a un problème d'exportation. Nous, on a fait le développement et l'exportation de notre entreprise. Ça coûte de l'argent. On crée des filiales, on perd de l'argent pendant des périodes de temps. Si vous n'avez pas l'argent pour faire ces investissements, vous restez en France, vous ne vous développez pas, vous restez une petite entreprise. C'est justement tout ce combat que la compétitivité permet d'amener. C'est pour ça qu'on défend cette idée d'être à armes égales par rapport à notre environnement européen. Mais en tout cas, pour l'instant, pas complètement entendu, mais on voit que les messages... Faut être positif et pas se décourager. Je pense que c'est vraiment un débat économique qu'il faut avoir avec les pouvoirs publics et sur lequel il y a un travail de conviction que nous pensons nécessaire de faire. Merci beaucoup, Philippe Dorvanot, d'être venu ici, donc le représentant, le patron du métier, le patron et le PDG de Sisley. Merci beaucoup.